Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Parège pour cette nouvelle édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges de nous permettre une nouvelle fois de pouvoir installer ici notre studio. Permettez-moi aussi de saluer nos autres partenaires, Orange et sa déléguée territoriale Patricia Lecoq. Salutations également à l'artisan horloger joaillier Bianchi. Je salue aussi notre partenaire audiovisuel, Y-Vision, et son dirigeant Grégory Retter. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast sur toutes les plateformes musicales et les plateformes de podcast. Et bien sûr, elle fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire daté de jeudi. Chaque mois, j'ai donc le plaisir d'interviewer une personnalité politique locale, régionale, sur son actualité, sur l'actualité de notre territoire, de nos territoires, sur les enjeux politiques et économiques du moment. Et aujourd'hui, nous accueillons David Valence. Bonjour David Valence. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, oui. Ça va, voilà. Le chemin a été un peu compliqué, quelques soucis sur l'autoroute. On va parler justement de transport. Ça sera l'occasion de parler peut-être de la 31, certainement aussi de beaucoup d'autres sujets. David Valence, donc vous êtes député des Vosges, élu sous l'étiquette du Parti radical, membre de la majorité présidentielle, un mandat législatif que vous occupez depuis 2022. C'est donc votre premier mandat de député. Cette élection à l'Assemblée nationale vous a amené à quitter votre siège de maire de Saint-Dié-des-Vosges, que vous occupiez depuis 2014. Vous aviez été élu derrière, j'allais dire, l'emblématique Christian Pierret. Vous avez 41 ans et vous êtes l'une des étoiles... 43 cette année. 43 cette année. Oui. Bon, voilà, je vous ai rajeuni. 42 aujourd'hui. 42 aujourd'hui? Non, mais d'accord. En ce moment 42. Au moment où on se parle, 42 ans, voilà. Et je disais, donc vous êtes l'une des étoiles montantes de la scène politique régionale et nationale également. Une reconnaissance déjà établie grâce notamment à votre expertise dans le domaine de la mobilité, des transports, une expertise acquise notamment grâce à votre mandat, votre ancien mandat de vice-président de la région Grand Est en charge de ce domaine de compétences. Vous êtes toujours conseiller régional, mais vous n'êtes plus vice-président, et aussi pour des raisons de cumul de la loi anti-cumul. Mais vous êtes toujours, en tout cas, président de la commission mobilité de la région. Et au niveau national, vous êtes président du Conseil d'orientation des infrastructures, le COI. Alors pour mémoire, c'est ce COI qui avait rendu le rapport qui préconisait un investissement de 100 milliards d'euros dans les infrastructures au niveau national. Rapport qui a été adopté rendu à Elisabeth Borne, qui en a fait... le 24 février de l'année dernière. Voilà, qui en a fait un peu la feuille de route de l'État en matière d'investissement dans les infrastructures. On y reviendra avec cette somme un peu symbolique de 100 milliards. Donc, David Valence, vous êtes aussi, depuis l'automne dernier, le monsieur décentralisation de l'Assemblée nationale, puisque vous avez été nommé à la présidence de la délégation aux collectivités... Élu, et non nommé, élu à la présidence de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Vous avez succédé à Thomas Cazenave, qui est devenu ministre de budget. Et en fait, c'est ce parcours, ce CV qui avait fait de vous l'un des possibles ministrables lors de l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon. Votre nom a circulé pour le poste notamment de ministre des Transports. C'est finalement Patrice Vergrit qui a été nommé à ce poste. Vous n'avez donc pas fait partie du casting gouvernemental, pas pour cette fois. Est-ce que pour vous c'était une déception? Comment vous avez vécu un peu cette séquence? Bon, écoutez, ce qui est important en politique, c'est pas ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Donc être ministre, c'est intéressant quand on a de la capacité à faire. Et pour tout vous dire, je l'ai déjà raconté, ça n'est pas un scoop. Quand j'avais eu l'occasion de croiser le président de la République peu de temps après la nomination du Premier ministre et avant donc que le complément du gouvernement soit nommé, je lui avais conseillé très directement de garder le même ministre, c'est-à-dire Clément Beaune. Donc c'est vous dire que je n'ai pas fait une campagne démesurée. C'est pas la première fois que mon nom avait circulé et que j'avais été un petit peu sondé. Ça a été le cas cette fois-ci. Ça avait déjà été le cas en 2020. Je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Ceux qui vivent toute une vie politique en espérant entrer au gouvernement sont souvent déçus ou finissent cette vie politique frustrée. Moi, ça n'est pas l'objectif ultime de ma vie. Si ça se passe très bien, si ça ne se passe pas, ça ira très bien aussi. Et donc, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, certains disent qu'en fait, vous avez été
victime entre guillemets un peu de l'équilibre politique à respecter lorsqu'on forme un gouvernement. Donc je l'ai dit, vous êtes PR, il y a déjà une ministre PR, la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir un deuxième ministre issu des rangs du Parti radical? Ouais, disons que peut-être que les choses auraient été plus simples si j'avais été membre d'un autre parti politique. C'est une supposition qu'on peut faire et qu'on m'a faite. Mais bon, moi je suis fidèle au parti auquel j'appartiens depuis 15 ans, dans lequel je suis très investi. La ministre qui nous représente au gouvernement n'a pas démérité et j'ai beaucoup d'amitié pour elle. Donc ça me va. Encore une fois, ce qui compte, c'est de pouvoir agir. J'ai le sentiment qu'au Parlement, je suis en capacité d'agir et que localement, dans les Vosges et dans le Grand Est, j'ai encore des capacités à agir significatives. Et donc, je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Bon, on s'inquiète pas pour vous. On reviendra sur un peu la politique nationale et sur le Parti radical en fin d'émission. On va d'abord ouvrir une séquence sur la mobilité, notamment au niveau régional. Je voudrais commencer tout d'abord par le fameux SERM, hein, le Service Express Régional Métropolitain, ce qu'on a appelé à un moment le RER métropolitain. Voilà, ce qui doit permettre d'ici à 2030 d'avoir un train tous les 7 minutes 30, notamment entre Thionville et Luxembourg, hein, ce qui est très important dans le secteur, avec 16 nouvelles rames commandées qui sont prévues aussi à l'horizon 2030. Donc c'est un dossier que vous suivez très près, évidemment, de par vos fonctions à la région, mais aussi, on l'a dit, la présidence au COI. On en est où? Est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce que le chantier avance bien? Déjà, vous l'avez dit, on parle maintenant de système express régional métropolitain, ou plutôt de service express régional métropolitain. C'est d'ailleurs le vocabulaire que le Conseil d'orientation des infrastructures a proposé dans le rapport que j'ai eu l'honneur de coordonner et qu'on a remis à la Première ministre. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de service? Parce que ce qui guide les investissements, ça n'est pas la volonté de faire une voie ferrée en plus, ça n'est pas la volonté de faire un pont en plus, ça n'est pas la volonté de créer des quais en plus. C'est d'abord le volume de trains qu'on veut faire circuler et aussi l'articulation avec les autres moyens de transport, y compris la route. Du reste, le projet d'A31 bis, c'est un projet qui se maille, qui doit être pensé avec ce qu'on va faire en matière de transport collectif. Et donc, ce projet, en effet, alors il est lié à la livraison des rames de Normandie. Et là, on est dépendant de SNCF, qui a pris un peu plus de temps pour les adapter, notamment au déploiement du système européen de sécurité ERTMS, qui est déployé. On peut en être fier parce que c'est une ligne modernisée sur Metz-Thionville-Luxembourg. C'est aussi conditionné par des investissements. Vous savez que on doit créer un atelier de maintenance à Montigny-les-Metz, sur un site ferroviaire qui était emblématique, qui a été un petit peu en déshérence pendant des décennies. Et donc tout ça, ça prend du temps, en effet, mais je tiens à rassurer toutes celles et ceux qui regarderont cette émission. Par rapport à d'autres projets de service express régional métropolitain, celui du Nord-Lorraine est plutôt plus avancé que les autres. Quand on parle du projet de Lille, par exemple, qui est un projet beaucoup plus coûteux, à plus de 7 milliards d'euros, c'est un projet qui ne verra pas le jour avant 2035-2040, au mieux. Et donc, on est plutôt plus avancé que les autres. On a même, je dirais, lancé un certain nombre de commandes et d'investissements avant qu'on parle même de SERM. On parlait encore de RER métropolitain, ça n'était pas encore complètement à la mode. Donc, je comprends que ceux qui prennent le train tous les jours pour aller au Luxembourg considèrent que ça ne va pas assez vite, mais c'est le temps des infrastructures, c'est le temps des investissements, et donc je suis confiant pour ce qui est de l'horizon de 2030 désormais. Alors, c'est 2030, et d'ici là, est-ce qu'il y aura des améliorations qui vont pouvoir être notables pour notamment les frontaliers qui utilisent cette ligne-là? Alors, les améliorations vont se faire progressivement? Il y a déjà beaucoup plus de trains sur cette ligne qu'il y a 7 ou 8 ans, c'est-à-dire avant que la région Grand Est existe. Et il faut s'en souvenir. C'est vrai aussi d'ailleurs entre Nancy et Metz, il n'y a jamais eu autant de trains régionaux qui circulent qu'aujourd'hui dans le Grand Est, plus 25% au global de trains en plus par rapport à 2016. Ça, c'est pour ceux qui pourraient douter en Lorraine de l'intérêt de la région Grand Est. Et puis il y a peut-être en effet des améliorations ou des circulations en plus qui peuvent être prévues, peut-être pas à heure de pointe dans les conditions actuelles, mais peut-être à d'autres moments. On sait qu'aujourd'hui, y compris les frontaliers du Luxembourg peuvent avoir parfois des journées un peu décalées, ils peuvent avoir aussi du télétravail sur partie de leur temps de travail hebdomadaire, et donc des possibilités d'ici 2030, elles sont essentiellement liées
au fait de pouvoir faire circuler des trains de fret à d'autres moments. Il y en a certains qui circulent effectivement en journée, tous ne circulent pas la nuit. Et donc en ce moment, avec SNCF Réseau, on travaille, on étudie des itinéraires alternatifs qui pourraient être proposés pour atteindre Bétambourg, une plateforme logistique évidemment de rang européen, par d'autres itinéraires que la voie Mestion-Ville-Luxembourg. On sait que notamment du côté ouest vers Longuyon, il y a peut-être des itinéraires alternatifs qui pourraient être empruntés. Pour le fret. Pour le fret, mais du coup, quand vous dégagez une partie du fret qui circule sur d'autres axes, vous dégagez des sillons ferroviaires sur lesquels vous pouvez mettre des trains en plus. Donc c'est à regarder. On est en train de le regarder d'ici à 2030. C'est une des pistes principales qui peut être envisagée pour dégager de la capacité ferroviaire, et on y travaille très activement. Vous pouvez rappeler le budget qui est mobilisé sur ce CERB? Alors c'est plusieurs centaines de millions, rien que pour plusieurs, c'est 2, 3. Non, mais vous savez, malheureusement, en matière d'investissement dans les infrastructures ferroviaires, on a parfois des évaluations qui croissent. Pour vous donner un ordre de grandeur, rien que le centre de maintenance de Montigny-lès-Metz, c'est 100 millions d'euros. Hein. Donc le projet global, il est à plus de 600 millions d'euros au global, sur ce service express régional métropolitain du nord de la Lorraine. Et donc, en effet, c'est un investissement très important qui est essentiellement porté par la région Grand Est, en partenariat avec l'État dans le cadre du contrat de plan État-région. Alors c'est important, pourquoi j'insiste sur le côté financier, parce que c'est l'actualité actuellement avec les questions du déficit public. Hein. Ce matin, l'INSEE a rendu son estimation sur 2023 avec un déficit public qui devrait atteindre 5,5% du PIB. Donc, ça pose plein de questions. On reviendra au niveau du budget de l'État sur des économies à faire, sur des leviers à actionner. Sur le financement des infrastructures, et particulièrement le CERB, est-ce qu'il y a des craintes à avoir, ou est-ce que les 700 millions d'euros que vous avez évoqués sont financés? Ou est-ce que on sait qu'on va devoir certainement se serrer la ceinture ici ou là, est-ce que les infrastructures, notamment ce genre de projet, ne risquent pas d'en faire les frais? Il faut faire très attention quand on recherche des pistes d'économie, et tous les élus locaux le comprendront, tous les chefs d'entreprise le comprennent. Il faut faire très attention à ne pas taper d'abord dans l'investissement. Parce que quand on tape dans l'investissement, on exerce un effet de gel accru sur l'économie. On sait que la dépense publique, c'est vraiment un levier très important dans certains secteurs, bien sûr le secteur des travaux publics, mais pas seulement. C'est un levier de croissance. Et donc, quand on commence à taper d'abord dans des investissements, ce qui est parfois tentant, hein, puisque c'est des choses que vous n'avez pas encore dépensées, donc vous vous dites que les économies en 2025-2026, finalement décalées à 27-28 ou à 28-29, c'est sans douleur, et c'est parfois moins compliqué que de réduire les dépenses de fonctionnement. Et c'est pourtant le contraire qu'il faut faire, hein, idéalement. Et donc, moi, je serai très vigilant dans les fonctions qui sont les miennes, à ce que dans les arbitrages qui seront rendus, ça ne soit pas principalement dans les investissements, et notamment dans les investissements en matière de mobilité. Mais est-ce qu'il y a un risque? Parce que ça, c'est Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, non pas d'annuler une opération, mais de la décaler. De se dire que finalement, on peut attendre un peu. Il y a un risque aussi que l'État viennent appeler une part de financement, une sorte d'avance de la part des régions. Mais moi, je dis tout de suite que les régions, elles aussi vont devoir faire des économies. Elles aussi, elles subissent l'effet de la conjoncture économique, puisque une part très significative de leurs ressources est liée en fait à la croissance économique, et encore plus significative qu'il y a quelques années. Donc, il n'y a pas de levier miracle. Mais en revanche, je le dis, ce que les collectivités essaient de faire, c'est-à-dire quand elles ont à réduire des dépenses, d'abord d'essayer de réduire leurs dépenses de fonctionnement, parce qu'un euro économisé en fonctionnement, il y a un effet démultiplicateur en investissement. Cette démarche-là, l'État devrait pouvoir l'adopter aussi dans sa révision de dépenses. Sur les dossiers ferroviaires, on viendra tout de suite après sur le routier. Vous parliez tout à l'heure des commandes qui ont été faites de TER de Normandie. Il y a aussi des commandes qui ont été faites sur l'hydrogène. Avec Alstom, sur des rames des Régiolis, hein, c'est ça. Donc on fait partie, le Grand Est fait partie des 4 régions qui ont commandé, je crois, des rames à hydrogène. Là aussi, on entend dire un peu qu'Alstom a un peu de difficulté à mettre au point la technologie. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Vous avez obtenu des garanties ou pas? Je crois que c'est fin 2025 normalement que les premiers Régiolis à hydrogène devaient arriver chez nous. Bon, d'abord, le ferroviaire, c'est une industrie.
C'est important de le dire, parce que parfois on a l'impression qu'en dehors de la SNCF, il n'y a pas d'emplois qui sont liés au ferroviaire. Il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont liés au ferroviaire en France. Que ce soit les entreprises de travaux publics qui travaillent pour SNCF sur la voie, ou effectivement les constructeurs. Et aujourd'hui, on en a 2 présents, donc Alstom Bombardier et CAF, désormais à Reichshofen, en Alsace. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et globalement, on a un problème aussi en France de matériel ferroviaire. On a de capacité de production. Alors, il y a un problème en volume de matériel ferroviaire disponible sur le marché. SNCF, par exemple, sur l'exemple des TGV, a fait des choix industriels qui peuvent se contester. Il manque à peu près 100 rames TGV. C'est-à-dire, c'est les choix. On a, je pense, et beaucoup d'experts le pensent, que au cours des 20 dernières années, SNCF a remisé de façon trop rapide des rames TGV qui pourraient encore circuler aujourd'hui au moment où on parle et qui permettraient d'avoir plus de trains un peu partout dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont très tendus et il y a 100 rames TGV qui circulent en moins par rapport à ce qu'il y avait il y a 15 ans. Donc, mécaniquement, c'est une difficulté. Et puis, effectivement, dans la production de rames nouvelles, notamment du côté des régions, et c'est là qu'est la demande la plus dynamique, la commande la plus dynamique, il y a des délais de production qui sont aujourd'hui compliqués à comprendre et des retards qui s'accumulent. Aujourd'hui, en ce moment même à l'Assemblée nationale, moi j'ai été chargé d'une mission qui a l'air technique, mais sur les essais de matériel ferroviaire, c'est-à-dire concrètement, et on pense bien sûr à l'accident qui s'est produit en Alsace il y a quelques années, dont le procès est en train de se dérouler, mais concrètement, comment on teste un matériel ferroviaire avant de le mettre en circulation. Quand vous regardez de près la manière dont ça se passe, vous vous rendez compte qu'en France, il y a toute une série de règles qui font que, avant de mettre un matériel ferroviaire en circulation, avant que des gens puissent monter à bord, il se passe parfois un an et demi de plus qu'à l'étranger, parce qu'on est dans une façon de procéder, une suradministration de ces autorisations. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de fluidifier tout ça dans les années qui viennent, parce que sinon on va avoir des vrais problèmes. Il y a une envie de train qui se manifeste partout en France, auxquelles les régions vont vouloir répondre en passant des commandes. Si ces commandes mettent 1 an, 2 ans, 3 ans de plus à arriver que ce qui était prévu, on va se trouver dans une situation de crise, y compris sur des rames qui existent. L'histoire de la Normandie, c'est exactement ça. On commande des rames, elles devraient être livrées rapidement, et puis finalement on nous dit, ça va prendre plus de temps de les adapter, plus de temps que prévu. Donc tous ces délais, il faut essayer de les raccourcir au maximum pour répondre à la demande de train. Donc y compris sur l'hydrogène, là je prenais l'exemple de l'hydrogène. Alors sur l'hydrogène, en fait, on a passé commande de ces rames parce que on voulait soutenir la constitution d'un écosystème hydrogène. Filière, voilà. Exactement. Pour le dire de façon. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas ça qui va révolutionner le. Non, mais pour le dire de façon très simple, l'hydrogène, pour que réduise son déficit d'économicité par rapport à d'autres sources d'énergie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher d'utiliser de l'hydrogène que d'utiliser une autre énergie. Pour réduire ce delta, il faut avoir un gros consommateur d'hydrogène. Et dans ces gros consommateurs, le transport, et singulièrement le train, c'est une piste que d'ailleurs nos voisins allemands explorent déjà depuis plusieurs années. Donc nous, on a décidé en 2017, ça fait déjà 7 ans, de passer commande de ces matériels avec effectivement la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on attend les livraisons de ces rames normalement l'année prochaine. Donc on verra comment ça se passe. A priori, on avait identifié la ligne Haguenau-Liederbronn pour les faire circuler. C'est une ligne qui n'est pas électrifiée, c'est ça? Qui n'est pas électrifiée. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt de faire rouler une rame hydrogène sur une ligne électrifiée. Et si vous voulez, la technologie hydrogène, elle est surtout intéressante pour les matériels qui viendront après. Pour l'expliquer très simplement. C'est de l'expérimentation, quoi. Oui, pour l'expliquer très simplement, on a plutôt besoin de petits matériels ferroviaires à hydrogène que de gros, puisque ceux qu'on va faire rouler à hydrogène, ce sera sur des lignes qui n'ont pas vocation à être électrifiées, et celles qui ne seront jamais électrifiées, c'est plutôt des petites lignes ferroviaires. Voilà, je l'explique très simplement. Donc ça va être utile parce que ça va aider la constitution d'un écosystème à hydrogène. Là, on fera rouler les trains, évidemment, pour le territoire qui les recevra, ce sera une bonne nouvelle parce qu'il va y avoir, je dirais, un intérêt des entreprises pour cette nouvelle énergie. Mais la révolution de l'hydrogène, elle est pas pour demain, elle est peut-être plutôt pour après-demain. Autre décision qu'avait pris la région, un peu symbolique aussi, mais en termes de capacité, c'est l'ouverture à la concurrence. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ce qui était prévu en termes de réponse. D'abord, c'est pas une décision symbolique, c'est une façon. Vous pouvez rappeler les lignes qui étaient déjà concernées? Oui, alors en fait, donc l'ouverture à la concurrence, de toute façon, elle sera obligatoire dans toutes les régions françaises en 2033.
Et effectivement, la loi qui a été votée en 2018, elle donne la possibilité aux régions d'anticiper cette date-là et d'ouvrir des lots à la concurrence. D'autres régions l'ont fait, comme la région Sud, par exemple, ou la région Hauts-de-France. Nous, en Grand Est, on a fait un choix qui est de dire d'abord, on teste. On teste et on pense que la concurrence, c'est intéressant. Là où ce que SNCF nous produit, ça nous paraît pas suffisant. Et donc, on a effectivement choisi d'ouvrir la concurrence sur des petites lignes ferroviaires. Donc, ceux qui vous disent ce sont les lignes les plus rentables que les régions vont attribuer aux concurrents, c'est tout le contraire que fait la région Grand Est jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a mis en concurrence des lignes qui sont non seulement peu rentables, mais parfois fermées, comme la ligne Nancy-Vittel-Contrexéville. C'est un choix politique. Donc, on teste progressivement. Alors, forcément, quand vous mettez l'infrastructure, puisque la région a demandé à prendre la responsabilité à la place de SNCF Réseau, plus l'ouverture à la concurrence des circulations ferroviaires une fois que la voie ferrée est refaite, c'est des marchés qui sont compliqués. Mais on va, dans les semaines qui viennent, attribuer notre premier lot sur la concurrence, donc sur la ligne 14, entre Nancy et Contrexéville. Sur la partie qu'on appelle, nous, Bruges-Piémont-Vosges, c'est-à-dire globalement Épinal-Strasbourg et Strasbourg-Célestat, on relance une procédure et donc on est sur un calendrier un petit peu décalé, plutôt autour de 2026. Et puis l'étoile ferroviaire de Reims, dont la procédure va être lancée là de façon imminente, et donc on va attribuer d'ici 2 ans aussi. Donc on est dans un calendrier qui est très légèrement décalé, mais pour Nancy-Contrexéville, qui est à peu près le calendrier qu'on avait prévu. Donc oui à une ouverture à la concurrence progressive, un peu expérimentale, pour essayer de faire mieux ou autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Pas contre la SNCF. Justement, est-ce que c'est un moyen quand même de challenger un peu la SNCF? Oui, bien sûr. Parce qu'on sait que c'est difficile de faire bouger la SNCF. Oui, alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les cheminots, de manière générale, parce que c'est une maison extraordinaire, la SNCF, dans laquelle les salariés sont viscéralement attachés à leur mission de service public et à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient d'avoir un esprit corporate, comme on dit aujourd'hui, aussi fort qu'à la SNCF. Et ça, c'est une valeur forte. Il faut jamais l'oublier quand on parle de l'entreprise publique ferroviaire. Mais pour autant, c'est vrai que la situation de monopole, on le sait bien, elle est peu favorable à l'innovation. Elle est peu favorable à ce qu'on se remette en cause. Et aujourd'hui, quand on discute avec les dirigeants de la SNCF, quand j'échange avec Jean-Pierre Farandou, avec Christophe Fanichet ou avec Mathieu Chabanel, les 3 principaux dirigeants de la SNCF, eh bien, ce qu'ils me disent, c'est que l'ouverture à la concurrence, sur la grande vitesse, ça les préoccupe, parce qu'ils ont peur de perdre des marchés qui rapportent beaucoup d'argent. Mais sur le transport régional, ça les incite à repositionner, à se re-questionner, et finalement, c'est assez stimulant. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans la région Hauts-de-France, la SNCF a remporté des lots. En région Sud aussi, l'un des 2 lots a été remporté par la SNCF. Donc moi, ils ont candidaté côté sur Vous savez que on n'a pas le droit de répondre. Même voilà. Sur savoir si non, on n'a pas le droit de répondre. Mais disons que le groupe public ferroviaire, c'est une réponse plus générale, n'a pas été absent des discussions qu'on a eues sur la ligne 14. D'accord, on décodera votre réponse. Un autre sujet où il y a un peu un bras de fer avec la SNCF, c'est l'ouverture, c'est la ligne vers le sud, la ligne TGV, la grande ligne vers Lyon, avec la fermeture de l'axe direct Metz-Nancy-Lyon, avec ce bras de fer autour du financement de cette ligne-là. On en est où actuellement? Est-ce que les garanties que vous a données la SNCF vous semblent suffisantes? Alors déjà, c'est un sujet beaucoup pour les Nancéens. C'est un sujet pour les Lorrains du Sud. Les Messins peuvent toujours aller dans le sud, mais en passant par Strasbourg, cette ligne existe toujours pour Metz. Donc c'est beaucoup les Lorrains. Ça prend plus de temps automatiquement en passant. Ça prend plus de temps, mais elle existe. Et de toute façon, cette ligne, je dirais que c'était un TGV nominal, c'est-à-dire vous montez dans un TGV, mais il roule pas à la vitesse TGV. Donc il ne roule à la vitesse TGV que quand vous arrivez après Dijon. Et donc de toute façon, c'est à peu près jusqu'à la Bourgogne, vous êtes dans quelque chose qui ne roule pas à la vitesse d'un TGV. Donc c'est vrai qu'en 2019, on s'attendait à ce qu'il y ait ce retour des liaisons directes qui avait été fermé suite aux travaux exactement entre Nancy et Lyon. Ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il y a ce bras de fer, en effet, avec la SNCF, et puis cette discussion avec l'État. Moi, je dois vous dire que je suis assez inquiet de la capacité à boucler le financement de ce que vont coûter les circulations ferroviaires sur ces lignes. Beaucoup de collectivités nous ont dit on est très très intéressés. La région Grand Est a déjà réévalué sa participation.
Peut-être pour expliquer, la SNCF dit OK, mais par contre, il faut que les collectivités mettent au pot. Ce que la SNCF dit, OK, on va faire rouler un train, ça sera plus un TGV, mais il roulera à la même vitesse qu'un TGV, il y aura peut-être même un peu plus vite, il y aura 2 allers-retours par jour, ce qui est à dire exactement ce qu'il y avait avant, entre Nancy et Lyon, mais attention, le déficit d'exploitation, c'est-à-dire ce qu'on va perdre en argent, on veut que vous le compensiez, à 100%. On veut pas prendre de risque, en fait, contrairement à ce qu'on faisait sur le TGV où on prenait le risque. Et donc, tout le monde s'est regardé assez vite pour essayer de trouver des solutions. L'État a accepté de payer 50% de ce déficit, et pour le reste, il sollicite les collectivités. Et donc, cet après-midi même, une réunion a lieu entre le président de région, la préfète de région et l'ensemble des autres collectivités, les départements, les métropoles, pour essayer de voir comment on arrive au bouclage de ce montant qui est attendu, globalement environ 27 millions pour chaque partie, sur plusieurs années, bien sûr. On parle d'un service ferroviaire qui commencerait en décembre de cette année et qui serait surtout sur 25, 26, 27. Et donc 27 millions par collectivité. 27 millions par ensemble, c'est-à-dire 27 millions pour l'État, 27 millions pour toutes les collectivités sur la période concernée. C'est pas 27 millions par an, heureusement. Ok, donc là vous êtes plutôt inquiet parce qu'a priori sur les informations que vous avez. Écoutez, en tout cas moi je suis préoccupé. Je pense que j'ai eu des échanges réguliers avec le gouvernement sur ce sujet en insistant sur l'importance qu'on puisse arriver à un bouclage pour les Lorrains et singulièrement pour les Lorrains du Sud. Je suis pas directement concerné dans ma circonscription. Les habitants de mon territoire, quand ils veulent prendre le train pour aller dans le sud, en général, ils vont à Colmar. C'est beaucoup plus simple pour eux que d'aller à Neufchâteau ou même à Nancy, et ils attrapent tout de suite la ligne. Mais pour une grosse partie du sud lorrain, c'est un enjeu très important parce que sinon, alors qu'on est très bien desservi, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Nancy, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Neufchâteau, il n'y a jamais eu autant de trains en gare de Metz, il n'y a jamais eu autant de trains en gare d'Épinal. Eh bien, pourtant, on donne l'impression que on est un cul-de-sac ferroviaire et que dès qu'on veut aller vers le sud, on est bloqué. Et ça, je crois qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions. Mais j'étais optimiste il y a quelques mois, je le suis un peu moins aujourd'hui. J'espère qu'on va réussir à boucler ce tour de table et que toutes les collectivités qui ont dit être très attachées à cette liaison honoreront cet engagement et ces belles paroles. D'accord. Avant de passer au volet routier, une petite question sur une autre ligne qui fait un peu parler ici en Moselle, c'est une ligne qui ferait Trèves, Bouzonville, Thionville-Luxembourg, notamment pour aider les frontaliers à aller vers le Luxembourg. Le département de la Moselle est prêt à travailler avec la région pour pouvoir réouvrir cette ligne-là, qui existe mais qui n'est plus ouverte au trafic passager. La région dit non, c'est pas notre priorité. En gros, en tout cas, c'est perçu comme ça. Notre priorité, c'est le sillon. Ça reste toujours la position de la région. Et puis, expliquer peut-être pourquoi vous voulez pas de cette ligne-là, alors que tout votre discours est de dire il y a cette envie de train, et là, on a une envie de train, et pourtant, il y a une réponse négative de la région. Déjà, je pense que le monde des collectivités se porterait mieux si tout le monde ne commentait pas ce que fait l'autre collectivité en prétendant pouvoir le faire à sa place. Ça, c'est pour le département de la Moselle. C'est important. Moi, je ne commande pas les décisions qui sont prises dans des mairies de la région Grand Est. C'est chacun. Je ne commande pas les décisions des conseils départementaux. Je peux avoir un avis parfois, mais en tout cas, dans mes fonctions d'élu régional, je respecte par principe les décisions qui sont prises. Et j'essaye d'être dans une logique de projet. Ce qu'il faut bien comprendre à la région, c'est que aujourd'hui, on est rien que sur tout ce qui existe, c'est-à-dire en faisant un service express régional métropolitain sur Metz-Thionville-Luxembourg, en ouvrant à la concurrence et en créant un vrai service transfrontalier. Je rappelle que Metz-Trèves aujourd'hui, à part le week-end, vous n'avez pas de trains qui font Metz-Trèves. De trains voyageurs la semaine, vous n'en avez pas. La région prévoit de rouvrir cette ligne au service voyageurs la semaine. Personne n'en parle, mais ça c'est Trèves-Metz. Ça c'est prévu aujourd'hui. Donc on passe notre temps à investir sur les lignes qui existent et à faire beaucoup plus. Et évidemment, c'est le jeu politique. À chaque fois qu'on fait quelque chose de fort, on nous dit mais vous pourriez faire encore autre chose. Donc je crois qu'il faut pas opposer les uns les autres. Et puis il y a un vrai sujet de capacité à insérer ces trains en gare de Thionville. Si la ligne était rouverte, je rappelle que
une ligne sur laquelle on voit passer des trains de fret, contrairement à ce qui est dit souvent dans le débat public en Moselle, c'est pas une ligne qui peut être utilisée pour le train voyageur. Hein. Il y a des millions d'euros de travaux à faire pour pouvoir faire rouler des trains voyageurs à nouveau sur cette ligne, parce que les réglementaires de sécurité ont changé par rapport à l'époque où le dernier train voyageur est passé. Donc, le monde où tout est simple, où il suffit de faire quelque chose, d'ouvrir une ligne et de faire rouler des trains, c'est un monde idéal. Moi aussi, j'aimerais vivre dans ce monde-là. Mais c'est pas le monde du ferroviaire. Et c'est vrai que la région, quand elle engage des montants aussi importants pour la Moselle, à la fois pour créer des liaisons transfrontalières plus fluides et pour avoir ce service express régional métropolitain, qu'on vienne lui faire un procès de désintérêt y compris pour l'Est mosellan, je trouve ça un peu, comment dirais-je, un peu aventuré. Prenez un autre exemple sur la Moselle. On a choisi, on pouvait le faire ailleurs, mais on a choisi de tester la Drésie. Vous savez, ce train léger que SNCF propose désormais avec Alstom. Eh bien, on a choisi, et l'OR, on a choisi de le faire circuler dans l'Est mosellan, de le tester dans l'Est mosellan. On verra ensuite si on le fait circuler dans ce secteur-là. Donc, voilà, je crois que on est très mobilisé pour la Moselle, qui est un territoire stratégique pour la région, parce que frontalier de deux pays, parce que en forte croissance démographique, parce que avec un renouvellement de population très fort, une population plus jeune qu'ailleurs dans le Grand Est, et nous faire ce procès juste en ressortant des choses que d'autres ont fermées avant nous, parce que je rappelle que la ligne, elle a été fermée avant la région Grand Est, pas par la région Grand Est. Et donc, venir sans cesse sortir de nouveaux projets pour nous faire ce procès de désintérêt pour la Moselle, je crois que vraiment c'est assez osé. On passe au sujet routier. Le transfert de certaines routes nationales à la région, notamment la 31, sera effectif, je crois, c'est au 1er janvier 2025. Normalement. Vous avez fait passer une proposition de loi récemment pour faciliter ce transfert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'on pensait que tout était OK. Là, en fait, c'était peut-être plus compliqué que cela. Enfin, pourquoi cette proposition de loi? Qu'y avait-il derrière? Pour déjà rappeler le cadre, hein, ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, les régions ne gèrent pas de route. Et donc, à leur demande, l'État a proposé aux régions qui le souhaitaient de pouvoir gérer des routes pour 8 ans à la place de l'État et avec des agents de l'État mis à disposition. Et donc, ça a été au volontariat. 3 régions en France ont fait acte de candidature, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et donc la région Grand Est. Et nous, la raison principale pour laquelle on a fait acte de candidature, c'est que pour lever les co-redevances régionales, dont on peut souhaiter qu'elle soit levée quand on voit la l'écotaxe, quand on voit ce qu'on appelait l'écotaxe, ce qu'on appelait autrefois l'écotaxe, quand on voit la 31 aujourd'hui, comme je l'ai vu pour venir ici, puisque je suis venu en voiture, c'était un choix peut-être qui n'était pas le bon. Eh bien, quand on voit les files de camions et notamment ceux qui sont en transit, on se dit qu'il n'est pas normal qu'ils empruntent nos infrastructures sans contribuer d'une façon ou d'une autre sur des autoroutes gratuites à l'entretien de cette infrastructure. Donc, et pour pouvoir lever les co-redevances régionales, il faut avoir la gestion d'axes routiers. Et donc, on a demandé cela pour, effectivement, la 31, pour la RN4. Et moi, j'ai voulu rendre possible cette prise de compétence de la région parce que j'avais identifié qu'il y avait un problème dans la manière dont la loi a été rédigée, un petit problème technique, 2 problèmes en fait. La première, c'est que les responsabilités du président de région, quand il aurait la gestion de la route, ne seraient pas calées sur le même régime de responsabilité pour les présidents de département quand ils récupèrent une route. Et donc, il y avait un risque juridique. Puis le deuxième risque, c'était de l'ordre du pratique. Tous les jours, vous avez des décisions qui sont prises pour gérer un axe routier. Vous avez un accident, un camion en feu, vous décidez de dérouter les usagers de la route vers un autre axe. Vous avez un accident, un sanglier qui a été tué sur la partie droite de la voie, vous interdisez et donc à chaque fois il faut signer un document. Il faut prendre cette décision. Tel que le texte de loi était rédigé, seul le président de région pouvait prendre cette décision. Vous vous rendez compte que un président de région, même par voie électronique, être sollicité pour des centaines d'actes ou des dizaines d'actes tous les jours, c'était pas réaliste. Et en fait, juste une question pratique, ça rendait impossible la gestion. De délégation. Mais sauf que les 3 régions en question avaient dit que si une loi de ce type n'était pas passée, elles ne prendraient pas la responsabilité sur ces routes, parce que ça rendait les choses non opérationnelles pour ces 2 raisons. Et donc c'est pourquoi j'ai déposé effectivement ce texte de loi pour le rendre possible.
C'est un peu d'huile dans les rouages pour la suite. Bah, écoutez, quand on est parlementaire, il y a deux types de lois. Il ne devrait y avoir que deux types de lois. Il devrait y avoir les lois qui transforment profondément la société, qui la réforment, et puis il y a les lois qui permettent de mieux appliquer les lois précédentes qui ont été votées. C'était à ce second type qu'appartenait le texte que j'ai eu l'honneur de porter. Sur ce même sujet, est-ce que vous avez obtenu des garanties, est-ce que les régions ont obtenu des garanties sur la compensation financière? Parce qu'il y a toujours le même sujet, oui, on transfère, mais est-ce que suffisamment, oui, il y aura les compensations financières seront suffisantes pour que la région ait suffisamment de contrairement à ce qu'on dit souvent dans les discussions sur ce sujet routier, ouais, entre l'État et les collectivités, vous savez qu'il y a des milliers de kilomètres de routes nationales qui sont devenues des routes départementales en France depuis la fin des années 70. Contrairement à ce qu'on dit souvent, la question de la compensation financière n'est pas le sujet le plus difficile. Et c'est d'ailleurs moins difficile aujourd'hui parce que l'État a augmenté fortement ses investissements sur les routes existantes depuis 2017. Et ça, les chiffres, tous les observatoires, y compris celui de la route, le montrent. Non, le sujet, c'était la difficulté, notamment pour la région Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes, un peu moins pour nous, c'est le financement des travaux qui a été prévu, des nouvelles infrastructures routières prévues, c'est-à-dire un contournement routier, etc., etc. Et donc pour l'avenir. Et donc là où ça bloque un petit peu, en Occitanie notamment, c'est parce que la région voudrait que l'État contribue exactement à hauteur de ce qu'il avait prévu de faire si c'était lui qui menait les travaux. Donc c'est pour les nouveaux travaux que les sujets se posent. Pour l'entretien de la voie existante, son adaptation, en général, l'accord est assez vite dessiné. Je veux dire, pour les nouveaux travaux, si on prend l'exemple de la 31 bis, parce que ça, c'est des projets qui sont à venir, est-ce que là, du coup, c'est une inquiétude que vous avez ou pas? La 31 bis, c'est pas le projet le plus difficile en France, parce que c'est un projet dont tout le monde reconnaît l'utilité. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus de nuages sur la 31 bis? Il y en a forcément. Je veux dire, aujourd'hui, réaliser une nouvelle route, c'est toujours plus compliqué que ça l'était il y a 30 ou 40 ans. Pour plein de raisons. L'enquête publique est en cours. Vous savez que les travaux, en principe, devraient commencer en 2029 et être achevés en 2032, avec le choix par le ministre des Transports de l'époque, en décembre, de la variante 4, avec le tunnel sous Florange. Et donc, des travaux aussi lourds que ça, c'est toujours plus compliqué de les mener aujourd'hui, pour plein de raisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, honnêtement, tout le monde sait très bien que même en faisant beaucoup plus par le train, il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on peut se dire qu'on va avoir un train toutes les 7 minutes 30 entre une ville et une autre ville. Enfin, à Bordeaux, on se dit pas ça. Dans le Serme de Nantes, il n'y a pas ça. Dans le Serme de Lille non plus. On est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel à l'échelle française. Donc même en faisant ça, on sait très bien qu'on n'épuisera pas même pour les voyageurs, qu'on captera pas une part suffisante et qu'on a besoin d'une autre infrastructure. Donc il faut le faire. Je comprends que ça puisse préoccuper les uns et les autres, mais ça fait partie des rares nouvelles infrastructures routières qui sont vraiment indispensables en France. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des infrastructures l'a écrit, puisque vous avez parlé tout à l'heure des 100 milliards pour le ferroviaire, ça c'était l'annonce de la Première ministre Elisabeth Borne, mais dans le rapport que j'ai remis à la Première ministre l'an dernier, on parlait de bien d'autres choses que du train. On parlait de la route, on parlait des canaux, des fleuves navigables, on parlait même du vélo. Toujours sur le côté routier, les méga camions. On a parlé, c'est un sujet qui a émergé de l'actualité parce que le Parlement a dû statuer sur cette question-là. Je crois que le Parlement a émis un vote favorable. Pour autant, vous étiez opposé, le gouvernement français était aussi opposé. Est-ce que vous pouvez là, nous réexpliquer un peu quels sont les enjeux, ce que ce vote a changé et pourquoi vous étiez opposé? Alors, reprenons la genèse de tout ça. Ça vous fait sourire? Oui, parce que le point de départ, c'est le camion électrique. C'est-à-dire que les constructeurs de camions à batterie nous disent au Parlement européen et aux institutions européennes, les batteries sont plus lourdes que ce qu'était un moteur classique, et donc on a besoin que vous changiez le gabarit du passage aux frontières des camions, qui aujourd'hui est limité à un peu moins de 40 tonnes pour la quasi-totalité des camions, 38, et qui n'est à 44 tonnes que quand vous avez du camion plus du bateau ou du camion plus du train. Oui, quitte à faire des investissements, avoir des et donc ils nous disent, ils disent aux institutions européennes, faut passer tout le monde à 44 tonnes, alors qu'aujourd'hui c'est réservé à ceux qui font autre chose que du camion en plus du camion.
Donc ça part comme ça. Et puis on a maintenant un projet de révision de directive qui prévoit effectivement d'autoriser le passage aux 44 tonnes à tous les camions, pas seulement aux camions à batterie, aux frontières, et puis qui permet aussi, si la législation de chacun des États ne l'interdit pas explicitement, d'autoriser la circulation des camions jusqu'à 60 tonnes et 25 mètres de long dans toute l'Union européenne. Alors pourquoi ça pose des problèmes? D'abord, il y a un vrai sujet d'infrastructure. La France, c'est le pays des ronds-points, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, mais on le sait tous, on a eu des décennies d'aménagement de ronds-points dans notre pays pour souvent de bonnes raisons et parfois de mauvaises raisons. Et donc, des camions de 25 mètres de long s'engageant sur des routes nationales ou des routes départementales, parce que les camions ne roulent pas que sur des autoroutes toutes droites, c'est pas vrai. Eh bien, ça poserait des problèmes majeurs dans notre pays en particulier. C'est moins compliqué dans d'autres pays qui ont des infrastructures plus récentes. Les méga-camions sont déjà autorisés en Scandinavie ou même en Allemagne, mais en France, ça poserait de vrais problèmes. Et évidemment, on sait tous que faire passer 15 camions de 40 tonnes, c'est moins douloureux pour l'infrastructure que 10 camions de 60 tonnes. C'est comme ça. Et donc, il y aurait une dégradation très rapide. Et puis, qu'on le veuille ou non, ces deux modifications, ça supprimerait une forme d'avantage du train et du bateau, de la péniche, par rapport... Le fret serait moins compétitif. Oui, bien sûr, le fret ferroviaire ou fluvial serait moins compétitif par rapport aux camions. Aujourd'hui, c'est quoi l'avantage de prendre le train ou de prendre le bateau? C'est que vous pouvez charger plus de marchandises à l'intérieur du bateau ou du train. Un train, alors ça dépend de sa longueur, c'est plusieurs, alors c'est au moins une quinzaine, et ça peut être plusieurs dizaines quand il est vraiment très très long, comme dans les pays étrangers, de plusieurs, oui, ça peut aller jusqu'à 30, 40 camions par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Et donc, il y a un avantage comparatif réel, et c'est pour ça qu'au-delà de 500 km, c'est toujours moins cher le train que le camion en transport de marchandises. Et c'est la même chose pour le fluvial. Alors, sur des masses encore plus importantes. Et donc, quand on supprime l'avantage qu'il y a aujourd'hui au transport combiné et qu'en plus on autorise les méga-camions, on fait tout pour que le fret ferroviaire et le fret fluvial ne se portent pas bien. Alors, donc, le Parlement a voté favorablement. Bon. Oui. Alors, c'est que le début, parce que c'est que la quasi-totalité des députés, des eurodéputés français ont voté contre. Le gouvernement français a exprimé sa position par la voix du ministre des Transports sur le sujet. Ce qui est difficile, c'est qu'on a en face de nous une alliance entre les grands pays du routier, l'Espagne, les pays de l'Est et notamment la Pologne, les pays scandinaves et notamment la Suède qui fabriquent, on le sait tous, des camions d'une marque très emblématique sur nos routes. Et puis la position de l'Allemagne qui est pas si claire, parce que ces camions sont autorisés modulo quelques restrictions sur les routes allemandes, et surtout l'industrie allemande fabrique des composants pour ces camions et pour l'industrie globalement du camion. Et donc il faut vraiment que la France en fasse un enjeu dans la perspective du Conseil européen du mois de juin, puisque que ceux qui nous regardent se rassurent. Tout n'est pas réglé. Il suffit pas que le Parlement européen vote quelque chose pour que ça s'applique. Il faut encore que le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs de gouvernement ou les chefs d'État qui se réunissent, disent OK, on y va. Et pour le moment, c'est pas fait puisque c'est en juin. Donc, il faut maintenir la pression. J'ai coordonné une tribune qu'a signé l'ancien ministre des Transports, qu'ont signé beaucoup de parlementaires et d'élus il y a quelques semaines dans Libération. Et j'ai écrit à beaucoup de présidents de métropole, de présidents de département, de présidents de régions frontalières ou sur des axes des corridors européens de marchandises, en leur disant mobilisez-vous, votez des motions pour essayer de mettre la pression à l'échelle européenne et aussi affermir encore la position du gouvernement français. Mais vraiment, si ça passe, on aura fait un mauvais coup au fret ferroviaire et au fret fluvial en France. C'est pas fait, et puis donc c'est pas fait. Et puis, la vie est un combat et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. C'est pas la conclusion de l'émission encore, on n'a pas terminé. Sur l'électrique, vous parlez des camions électriques. Alors, il se trouve ce matin, alors que vous étiez coincé, j'ai dire sur l'autoroute, j'ai regardé un peu une petite revue de presse et j'ai vu qu'il y avait un média professionnel qui vous avait interrogé. L'article est paru ce matin. Et vous étiez assez inquiet, vous disiez que les enveloppes étaient insuffisantes pour l'équipement électrique des routes. C'est-à-dire que on sait que l'électrification des camions et des voitures nécessite énormément d'investissement en termes de bornes. D'après ce que j'ai pu comprendre dans l'interview, votre inquiétude, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement prévu et que ça risque de nuire au développement de l'électrification des véhicules.
D'abord, est-ce que j'ai bien compris aujourd'hui, il y a ce que vous avez voulu dire de cette tribune? Oui, non, vous avez très bien compris. Aujourd'hui, il y a un débat, il y a même, je dirais, une controverse sur le chiffrage de ce que va coûter l'électrification de la route. Pour les voitures, on sait tous que le développement de l'électrique d'ici à 2030-2040 va demander beaucoup plus de bornes de recharge qu'il n'y en a aujourd'hui sur nos aires de service. Quand vous prenez la RN4, par exemple, vous vous rendez compte que les aires de service sont vraiment pas très bien équipées. Donc ça, c'est la première dimension. Et puis évidemment, les poids lourds, quand il va y avoir ce passage progressif d'une part significative des poids lourds à l'électrique, parce que l'horizon c'est 2035, donc c'est pas tout de suite, mais en même temps ça arrive très très vite. Ça arrive très très vite. Et donc il va falloir des aires complètement transformées avec des bornes de recharge et des espaces dédiés camions très importants. Bon, et vous avez même certains d'ailleurs gestionnaires d'infrastructures routières qui nous disent que eux ils vont proposer la caténaire électrique. Vous avez peut-être vu ça, même si je suis un petit peu dubitatif sur ce modèle d'infrastructure. Donc de toute façon ça va coûter très cher et autant le dire tout de suite. Et pour ceux qui paient aujourd'hui un péage et qui râlent contre les péages, l'argent des péages, dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, il servira beaucoup à électrifier la route. Donc on en aura besoin. Et on en aura besoin. Vous voulez dire aussi, c'est ça risque d'augmenter. La tendance, c'est pas le sujet. Des péages. Le sujet va se poser parce que vous savez que les concessions autoroutières vont arriver à échéance globalement pour la quasi-totalité du réseau routier français entre 2031 et 2036. Donc ça se prépare maintenant, ou ça va se préparer dans peu de temps, pour essayer de quel modèle on veut choisir, quelle plaque géographique pour les nouvelles concessions, quelle structure d'actionnariat pour ces concessions, quelles exigences d'investissement on met sur ces concessions autoroutières, sur ce réseau qui appartient à l'État, mais qui aujourd'hui est entretenu par des sociétés privées depuis 2006. Et on a besoin du péage. Parce que si on n'a pas le péage, tout reposera sur cette transition de la route, tout reposera sur la dépense publique et sur du budgétaire, et on peut être sûr que ce sera sans doute moins bien fait et de façon moins rapide que si on a cette ressource qu'est le péage. Donc moi, je le dis parce qu'on va avoir ce débat, vous allez voir, dans quelques mois ou dans pas très longtemps, il y aura forcément des bonnes âmes pour expliquer que les péages doivent être gratuits, parce qu'il y en a toujours. Le populisme, surtout en matière de transport, c'est vraiment... c'est facile, c'est très simple, on explique qu'il faudrait, il y a qu'un faucon, on se met sur un tabouret et on dit qu'on ferait beaucoup mieux. La vérité, c'est qu'on aura besoin de ces péages. Il faut maintenir ces péages parce que on en aura besoin pour électrifier la route. Et ça coûtera effectivement très cher. Alors justement, transition sur le sujet un peu du moment, en dehors aussi des sujets de mobilité, mais c'est le déficit public. Donc je l'ai rappelé ce matin, l'INSEE rendit public le déficit public sur le pourcentage du déficit public par rapport au PIB qui atteint donc 5,5% en 2023. Bruno Le Maire ce matin a dit nos objectifs n'ont pas été atteints, il faudra en tirer les conséquences. Alors justement, quelles conséquences? Dans la majorité, on parle de différentes pistes, donc bien sûr de leviers, toujours réduire les dépenses, augmenter les recettes. Augmenter les recettes, c'est la question des impôts. Est-ce que on dit que dans la majorité présidentielle, il y a ce débat autour de l'augmentation des impôts. Quelle est votre position sur ce sujet-là? Alors, je crois que la seule porte qu'il faut maintenir fermée, c'est la porte des réductions des dépenses d'investissement. Je dis ça notamment pour les choix que l'État aura à faire dans ses arbitrages, parce que la culture de l'investissement, même si elle s'est développée ces dernières années du côté de l'État, je rappelle qu'il y a quelques années, dans la dépense publique, les collectivités représentaient 70% et l'État le reste. Aujourd'hui, on est plutôt sur 60-40. Donc l'État investit plus proportionnellement aujourd'hui qu'il y a quelques années. La tentation souvent, parce que il n'y a pas ce double compte qu'on a quand on est un décideur public local, où on a l'investissement et le fonctionnement, ou plutôt le fonctionnement et l'investissement de façon séparée. Souvent, la tentation dans les arbitrages, c'est de taper dans l'investissement. Donc, c'est la porte qu'il faut maintenir fermée. C'est sur les dépenses de fonctionnement qu'il faut agir. Et donc là, il faut ouvrir toutes les portes. D'abord sur les dépenses. D'abord sur les dépenses. Et toutes les portes, ça veut dire la porte de la sécurité sociale. Je rappelle que c'est quand même une part très significative de nos dépenses publiques. La porte des dépenses de l'État. 30% des dépenses publiques, c'est l'État tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et aussi la porte des collectivités territoriales. Là aussi, je vais essayer de tenir un propos nuancé. Moi, j'étais maire il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis toujours conseiller régional.
Et je suis très attaché aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Pour autant, on est dans un bloc public. Moi, je ne crois pas à une vision du monde dans lequel il y a d'un côté l'État contre les collectivités territoriales. Alors peut-être que l'État aurait pu dialoguer plus depuis 10 ou 20 ans en France avec les collectivités. Peut-être qu'il faut, et je le pense, il faut repenser ce lien et mettre à plat tout cela, comme Éric Woerth, dans la mission que le président de la République lui a confiée, va essayer de le faire. Mais des collectivités qui s'exonèrent de tout effort alors qu'elles représentent 20% de la dépense publique, ça n'est pas possible. Mais un État qui leur demanderait quelque chose sans le discuter vraiment avec elles, ça n'est pas possible non plus. Donc mais il va falloir que les collectivités réduisent la voilure aussi. Elles auront forcément une part dans cet effort-là. Le ministre Béchu l'a dit. Elles auront une part. Mais c'est vrai que c'est d'abord du côté de l'État et de la sécurité sociale que les économies doivent être réalisées. Donc il y aura des décisions qui ne seront pas forcément simples à prendre. Les indemnisations chômage aussi également. On a déjà durci les règles en matière d'indemnisation de chômage, en particulier quand le marché de l'emploi est fluide. Vous savez qu'un nouveau texte va être étudié prochainement. C'est ça que j'en parle justement. Est-ce que ça va? On va encore, vu le contexte budgétaire. Il faut d'abord l'envisager comme une façon d'inciter au retour à l'emploi rapide dans un marché qui, c'est un peu paradoxal, dans un marché qui reste assez fluide. Parce que l'objectif numéro 1, c'était ça, c'était de fluidifier le marché, atteindre le plein emploi, etc. Et cet objectif a été atteint ces dernières années. Enfin, moi, j'ai 42 ans, bientôt 43 à la fin de cette année. J'ai grandi dans la France du chômage. J'ai grandi dans une vallée, la vallée de la Vologne, qui a été marquée, dans un village qui a été marqué par des fermetures d'industrie. Moi, quand j'ai grandi dans ce village, il y avait 2 papeteries qui embauchaient plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, ces 2 entreprises ont fermé. Et alors, et à côté, à quelques kilomètres, depuis quelques années, on a un tissu industriel qui se renouvelle. Quelques kilomètres de là, vous avez à Laval-sur-Vologne une entreprise qui embauche, 2 entreprises même, qui se développent très bien, à Champ-le-Duc aussi, toujours dans ma circonscription. Donc, aujourd'hui, on a quand même renversé ça. La France du chômage de masse, elle s'est transformée. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises et dans le secteur économique, le sujet, c'est pas j'ai trop de salariés et la réglementation sociale m'empêche d'ajuster au cycle économique ma masse salariale. Le sujet, c'est plus comment je recrute. Et encore aujourd'hui, alors qu'on est dans une phase de ralentissement sur le plan économique. Donc, n'oublions pas ça non plus. La grande réussite du quinquennat, des quinquennats d'Emmanuel Macron, ça restera la baisse massive du chômage. Dans mon territoire, quand j'ai été élu maire il y a bientôt 10 ans, le taux de chômage était à presque 15% de la population active. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 8%. Enfin, c'est considérable. Et c'est de l'espoir en plus dans les territoires. Et c'est pas venu tout seul. Bien sûr, ce sont les chefs d'entreprise qui créent l'emploi. Bien sûr. Mais on a réussi ces dernières années à créer un écosystème favorable à la création d'emplois dans ce pays. Donc c'est là où, sur le sujet des ressources et donc des impôts, encore une fois, il faut pas fermer la porte. En politique. Donc là, vous avez évoqué en politique, jamais et toujours, c'est des adverbes assez dangereux. Alors justement, donc augmentation des impôts, mais là vraiment augmentation des impôts. Et donc, je ne ferme pas cette porte, mais je dis juste sur ce que nous pourrons décider ensemble. Attention à ne pas casser ce cycle qui fait que la région Grand Est est par exemple une des régions qui accueille le plus d'investissements étrangers, qui fait que la France est devenue un pays où on investit massivement, un pays où on a envie d'investir quand on est une grande entreprise britannique, néerlandaise ou américaine. Et ça, c'est aussi lié au fait que notre fiscalité a évolué. Donc, il y aura peut-être des décisions à prendre. Il n'y a pas d'argent magique à prendre dans la poche de ceux qui auraient des milliards d'euros. Ça, je crois que c'est facile de raconter ça, mais c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Mais les super profits, enfin là, voilà, parce que ça revient encore vu le contexte encore une fois budgétaire, voilà, faut-il instaurer une taxe sur les super profits, etc. Ou relever la flat tax. Je crois que c'est ce matin la présidente de l'Assemblée nationale évoquait la possibilité de relever la flat tax. Je vais prendre un exemple de dépenses publiques qui n'est peut-être pas vertueuse. La question des exonérations de cotisations sociales sur certains salaires de cadres qui existent et qui coûtent plusieurs milliards d'euros par an. C'est une question. On sait bien que les exonérations de charges, ça marche pour les petits salaires. Pour le SMIC, c'est vrai que quand un chef d'entreprise a à se poser une question, parfois c'est plus simple.
quand il y a des exonérations partielles. Mais sur un emploi de cadre, vous vous demandez pas si vous allez embaucher un directeur technique pour votre entreprise en fonction des exonérations que vous aurez sur ce poste-là. Donc ça ne tient pas debout. Ça fait partie des économies qui, à mon avis, pourraient être réalisées. Donc plutôt que de parler de ressources fiscales nouvelles, regardons aussi les allègements multiples qu'on fait parfois et dont tous ne sont pas extrêmement opérationnels par rapport à l'objectif qu'ils devaient poursuivre. En tout cas, le débat est ouvert. On n'a pas fini, je pense, d'en entendre parler. C'est les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Et dans les semaines qui viennent, il y a les européennes qui se profilent. Donc le parti radical est membre de la majorité présidentielle. La liste n'est pas encore totalement connue. Alors déjà, avant de parler de la liste, quel est votre regard à vous sur l'opinion, enfin sur les sondages qui paraissent actuellement, avec un RN qui est toujours très haut, un PS qui commence à grimper, et entre les deux, la liste emmenée par Valérie Ayé pour la majorité qui stagne un peu. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que cette liste-là va réussir un peu à décoller, ou est-ce que c'est ce que je sais du contexte, c'est que ces élections européennes sont probablement les élections européennes les plus importantes qu'on ait eu à vivre probablement depuis 20 ou 30 ans. Parce que on a la guerre sur le sol du continent européen. On a des tentatives de déstabilisation menées par des États autoritaires vis-à-vis de nos systèmes démocratiques. Je veux dire, quand vous avez un ensemble de systèmes informatiques d'un hôpital français qui est attaqué par des pirates informatiques russes, proches du gouvernement russe, on est dans des stratégies d'agression et de volonté de déstabiliser. On est dans un contexte de terrorisme international fort. On verra ce que dit l'enquête sur ce qui s'est passé dans nos lycées, nos collèges hier en Lorraine, en Alsace, en Champagne et dans les Ardennes. Vous avez quand même plus de 60 établissements scolaires dont les élèves ont reçu des messages leur indiquant qu'il y avait des explosifs qui avaient été disposés dans leur salle de classe et les menaçant de façon raciste. Donc on est dans une menace pour notre système démocratique et dans des perspectives de déstabilisation qui existent, qui sont probablement qu'on n'a pas connues au moins depuis le début des années 90. Donc il y a un enjeu à réaffirmer un certain modèle d'Europe démocratique et un certain modèle d'Europe puissance et dans lesquels les pays coopèrent fortement. Puis quand j'écoute les agriculteurs dans ma circonscription, ils me demandent pas moins d'Europe. C'est ça le paradoxe. Ils me disent mais c'est pas normal que nous on ait des règles en France et que les mêmes règles soient pas appliquées à l'étranger. Mais ça c'est une demande de plus d'Europe, d'une Europe plus intégrée. Ceux qui disent dans le transport routier par exemple que les règles ne sont pas les mêmes, même si ça a été amélioré, les règles sociales ne sont pas les mêmes dans les différents pays européens, qu'il y a donc une concurrence qui n'est pas complètement loyale qui se fait entre certaines sociétés de transport, mais ils nous demandent pas moins d'Europe, ils en demandent plus. Et donc, il y aurait une forme de paradoxe à ce que les listes qui l'emportent soient des listes qui veulent défaire l'Europe. Parce que quand on dit la France serait mieux toute seule, ou la France serait mieux si elle faisait plus de choses toute seule, ce qui est quand même le message de l'extrême droite et de l'extrême gauche en France. Quand on dit ça, on va vers moins d'Europe. Et ça n'est pas ce qui est demandé. Donc, je peux comprendre la colère, l'exaspération, même si aujourd'hui c'est devenu une sorte de sport national que d'incarner ça. Enfin, finalement, on est lucide que si on est en colère en France. Moi, je partage pas cette vision des choses. Mais je crois qu'il y a un enjeu fort à voter pour des listes pro-européennes. Il n'y en a pas 50 dans le paysage politique qui se présente face à nous. Je crois que la plus clairement pro-européenne, la moins ambiguë sur les sujets de la construction européenne, celle qui croit le plus à l'Europe puissance, y compris sur la défense, c'est la liste de Valérie Ayé, oui, en effet, et de la majorité présidentielle. Je ne méprise pas d'autres choix, mais je pense qu'on a besoin d'une Europe forte et que le seul vote qui envoie ce message-là, c'est celui pour la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez que voilà, ce message-là est audible Écoutez, vous savez, on doit d'abord se poser la question de ce à quoi on croit en politique. Et après, on se demande si c'est facile de le défendre. Mais on doit le défendre quoi qu'il arrive. Il ne vous aura pas échappé que j'ai été élu député dans une circonscription qui avait voté majoritairement pour l'extrême droite aux élections présidentielles. Et très majoritairement.
Il n'empêche que je suis devenu député dans cette circonscription. Et donc, si on ne mêle pas le combat, on est sûr de le perdre. Voilà. Et donc, pour moi, il faut mener ce combat des idées européennes. Et vous savez, aux élections européennes, en général, l'opinion se saisit du sujet assez tardivement. Oui. Moi, si je discute avec mes proches, y compris mes proches, si je demande à ma mère ce qu'elle compte voter aux élections européennes, si j'en parle avec elle, je suis pas sûr qu'elle se soit demandé aujourd'hui quels étaient les principaux candidats. Donc attention, c'est pas trop tard. Attention aux effets d'optique et répondons vraiment à la question, voulez-vous plus ou moins d'Europe? Et c'est en fonction de cette question-là qu'il faut voter aux élections européennes et pas d'autres questions autour de telle ou telle personnalité. Vous parlez de l'extrême droite, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan européen est non seulement faible, mais qu'il est en plus très contradictoire. Alors, un petit mot comme sur les personnalités et sur le parti radical. Laurent Hénarque, donc, qui est le président du parti radical, est candidat à la candidature. Enfin, on imagine qu'il sera sur la liste aux européennes et en place et en bonne place. J'ai lu, je crois que si d'aventure il était député européen, il pourrait vous céder la place de président du parti radical. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, mais en tout cas, ça n'est pas moi qui le fais courir, parce que je connais bien le calendrier des instances du parti et que j'ai le plaisir de travailler avec un bon président de parti depuis pas mal d'années. Et le renouvellement des instances nationales du parti, c'est en 2025 et à la fin de l'année 2025. Et il n'y a aucune raison que ça intervienne avant cela. Donc, en tout cas, cette information ne vient pas de moi. Pour terminer, avant de passer la parole aux spectateurs, est-ce que vous nous rappelez, parce que le Parti radical, c'est un petit parti, un peu, je dis pas un ovni dans le paysage politique, pas dans le sud de l'Europe, parce que voilà, c'est une tradition. Hein, on a André Rossino qui était président, ensuite donc Laurent Hénarque. Voilà, à quel moment vous avez décidé de rejoindre le Parti radical? Enfin, quel était votre cheminement intellectuel et politique? Bon, le Parti radical, il a trois grandes caractéristiques dans son identité. On dit que c'est le plus vieux parti français. Hein. C'est pas on dit, c'est vrai. Il a été créé en 1901, donc il a 123 ans et je suis pas sûr que tous les partis politiques qu'on connaît aujourd'hui aient 123 ans d'existence devant eux. Ça doit inciter tout le monde à la modestie. Et donc les trois grandes valeurs fortes, les trois engagements forts du Parti radical sont assez faciles à nommer. C'est d'abord la laïcité. On est très très attaché à ce que dans l'espace public, à l'école, dans les mairies, dans l'enseignement qui est dispensé, ça ne soit pas les puissances religieuses qui dictent ce que doivent penser les gens ou ce que l'État doit exprimer dans l'espace public. Ça, c'est un principe. Et ça sera y compris valable quand on parlera de la fin de vie. Ça n'est pas elles doivent être considérées. Moi, j'ai grandi dans une famille où on était croyants et je respecte ça et je connais mieux la Bible que beaucoup de personnes qui se disent croyantes. Mais je pense que le pouvoir civil a la capacité de produire de la norme et de régler la société avec ces normes et sans être sous la tutelle du pouvoir religieux. Donc ça, on y est très, très, très vigilant au Parti radical, peut-être plus que d'autres. La décentralisation, c'est la deuxième chose. On y est aussi très attaché. On pense que le pouvoir est mieux exercé quand il est exercé plus près. Et on peut tous se dire que notre pays est un pays où on n'est pas encore suffisamment décentralisé. Il y a beaucoup de choses à faire. La politique du logement pourrait être décentralisée, par exemple, et bien d'autres choses dont on aurait l'occasion de discuter dans une autre émission, peut-être dans quelques années. Et puis, la troisième engagement fort, c'est la construction européenne. Je rappelle que c'est un radical qui a signé le traité de Rome en 1957, Maurice Faure, et que le Parti radical a toujours été très engagé pour la coopération, pour la construction européenne, et une coopération forte entre les différents pays européens. Donc c'est ça notre ADN. Et puis, je dirais, contrairement à son nom indique, c'est un parti modéré, voilà, puisque il se situe au centre du jeu politique, et donc il répugne, si vous voulez, à la petite phrase, au culte aussi d'une certaine vulgarité en politique, parce que c'est un mot qui est rare, mais qui me frappe quand je regarde certains débats où on a l'impression que argumenter, c'est faire une phrase, et heureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui, une phrase de 30 secondes ou d'une minute, et que la politique c'est affaire de petits mots, de mots agressifs, et donc le Parti radical c'est tout le contraire. Parfois on nous dit qu'on discute trop, mais c'est un parti profondément modéré qui se méfie des extrêmes et qui les combat.
Et donc, moi, je suis membre de ce parti depuis 15 ans. Avant, j'étais déjà dans un parti centriste. J'ai toujours été centriste parce que je crois à la capacité de rassembler et à la modération en politique comme étant une vraie vertu politique, une marque de respect vis-à-vis des citoyens et une façon d'accueillir le doute en soi. J'ai parlé aujourd'hui avec une certaine conviction, mais je serai toujours plus fort après un débat qu'avant un débat. Belle formule, belle maxime. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Patricia Lecoq. Vous avez largement parlé du fret, mais néanmoins, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour que les entreprises investissent massivement dans le fret? Quelles seraient les mesures à prendre rapidement pour qu'elles se tournent plus vers le fret? Alors, il n'y a pas une mesure. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent la question d'utiliser, quand vous dites le fret, vous pensez au fret ferroviaire, et donc d'utiliser le train davantage pour leurs expéditions de marchandises, beaucoup plus qu'avant. Même des grands logisticiens, je discutais l'autre jour avec l'entreprise Maufray qui est implantée dans les Vosges et qui est le 3e transporteur routier français, Maufray fait aujourd'hui circuler des péniches, est propriétaire d'ailleurs de péniches, utilise le train pour certaines de ses expéditions parce que les clients le demandent. On voit bien qu'avec les 3 scopes et notamment les scopes 2 et 3, les entreprises recherchent beaucoup plus qu'avant des solutions de transport pour décarboner leurs expéditions de marchandises ou même tout simplement les déplacements de leurs salariés. Donc vraiment, enfin, il y a une demande plus forte, et ça, toutes les entreprises qui font du fret en France, il y en a une petite dizaine, nous le disent. Donc, je suis assez optimiste là-dessus. Mais il faut agir à la fois sur la demande et sur l'offre. Agir sur la demande, c'est probablement valoriser davantage qu'aujourd'hui. Je pense notamment via les C2E, valoriser davantage qu'aujourd'hui les solutions moins carbonées pour le transport de marchandises. Ça n'est pas encore complètement l'habitude, et là on peut peut-être accompagner des entreprises pour le faire et faire évoluer surtout la réglementation européenne en la matière. Du côté de l'offre de transport ferroviaire, il faut absolument qu'on maintienne au niveau qui a été annoncé ce qu'on appelle l'aide à la pince, c'est-à-dire c'est l'aide qui vient compenser la perte économique que vous subissez quand vous prenez une marchandise sur un camion et que vous mettez la marchandise dans le train, ou à l'inverse, que vous prenez dans le train et que vous déchargez sur le camion. Même chose pour le bateau. Donc cette aide à la pince, elle a été fortement augmentée et pérennisée jusqu'en 2030 par le gouvernement, dans le cadre de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Il faut absolument tenir cet engagement. Absolument. Parce que si on compense pas ce déficit d'économicité, on aura un vrai problème sur le transport combiné, qui est le segment du transport ferroviaire qui est le plus intéressant. Les trains qui arrivent directement dans les usines et qui repartent, ça restera toujours marginal. La solution, c'est plutôt de combiner le camion avec le train ou avec la voie d'eau. Et on a besoin de cette aide à la pince publique. Tous les pays européens le font. L'Autriche qui a 30% de trains pour l'expédition de marchandises. L'Allemagne qui a 18%. Les grands pays du fret ferroviaire ont ces aides publiques. Et puis sur les aides publiques, il faut aussi maintenir l'aide aux wagons isolés, qui a été créée en France en 2021, également sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et cette aide aux wagons isolés, elle permet notamment d'aider les entreprises ferroviaires qui assemblent plusieurs trains ensemble sur des petites quantités. Qui pendant longtemps on a pensé que il n'y avait pas de modèle économique pour ça. Aujourd'hui, on se dit que finalement ça peut être intéressant. Et on aide avec ces aides publiques ce modèle du wagon isolé, comme près d'ici à la gare de Voipy, par exemple, qui bénéficie d'investissements notamment pour ses systèmes de freinage ces dernières années, mais qui gagnerait à être encore modernisé. Eh bien, je crois qu'il faut vraiment tenir bon sur ces montants d'aide publique au fret ferroviaire, parce que ce qu'on économise en CO2 et en particules fines, ça vaut largement la dépense publique qui est mise en face. Et il faut jamais oublier que on a une dette, comme vous le disiez, on a une dépense publique, on a un déficit, mais en face de la dette financière, il y a la dette verte. Et celle-là, il faut jamais l'oublier. Oui, j'aurais une remarque et une question. La remarque, c'est le sentiment de stupidité presque de passer par Strasbourg pour aller dans le sud. Quand on a dans la tête la carte de France et l'histoire même du sillon rhodanien qui arrive jusqu'à Trèves par la Moselle et la Saône,
on comprend pas que il faille prendre un train par Strasbourg pour aller à Lyon ou pour aller. Alors, je me pas pour Dijon, c'est tout aussi compliqué. Et donc, la psychologie, ça compte aussi dans la géographie du train. Hein, les Mosellans, à mon avis, sont aussi attachés que les Nancéens à l'idée de pouvoir aller vers le sud, ce qu'on pouvait faire avant. Ça, c'est ma remarque. C'est-à-dire que ça se passe aussi dans les têtes. Hein, j'ai la famille qui habite à Dijon, et des petits-enfants, il faut qu'ils passent par Paris ou par Strasbourg pour venir à Metz. Ça fait quand même bizarre. Hein. Et ma question, elle concerne le port de Metz. Je passe à vélo régulièrement sur la piste cyclable qui est à côté. Il y a encore 3 ou 4 ans, il y avait des conteneurs. Hein. Il y avait des activités. Il n'y a plus rien. Alors, il y a une voie ferrée qui dessert les lieux. Il y a des dards, c'est très très bien organisé. Il y a l'autoroute tout près et il se passe plus rien. Alors, y a-t-il un projet pour réactiver ce port? Alors, je pense qu'il se passe des choses pour le grain. Hein. Là, on voit des péniches, mais pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est conteneur, c'est-à-dire tout ce qui était la nouveauté, qui était à l'ordre du jour il y a encore quelques années, hein, ça a complètement disparu. Y a-t-il des perspectives? Est-ce que la région a là-dessus une réflexion pour que on s'en serve? Parce que ça fait quand même, ça donne le sentiment d'un gâchis et d'un abandon. Alors, sur les deux sujets, je partage ce que tu as dit, Dominique, puisque je réponds à Dominique Gros. Je partage ce que tu as dit sur l'importance de la psychologie dans la décision de prendre le train. Ça, c'est évident. Et je partage ce que tu as dit sur le combat sur Metz-Nancy-Lyon. Je veux dire, je le mène. Pas ici trahir des secrets sur les échanges que je peux avoir avec les uns et les autres, y compris avec le gouvernement, mais je peux vous dire que je le mène. Et en effet, on est toujours passé par là depuis les Romains. C'est l'axe Lyon-Trèves. Et donc c'est une voie majeure et l'infrastructure est en bon état en plus entre Nancy et Dijon. Il y a des trains qui circulent aujourd'hui entre Nancy et Dijon, des TER que la région a fait circuler par substitution du TGV qui existait avant. Mais même si finalement le bouclage financier est compliqué là pour le service annuel 2025, ce que je crains, j'espère être détrompé. Même s'il est compliqué, il faut maintenir le sujet très actif et le combat, il faut le tenir, voilà, dans le temps. Ça, c'est la première chose. Sur le port de Metz, aujourd'hui, il a son activité. On peut pas dire qu'il soit abandonné. Et je dirais même que tu es bien placé pour le savoir. J'ai consacré beaucoup d'énergie à se dire à unifier les ports de la Moselle. Qui était loin d'être le cas, et je l'ai fait parfois avec des arguments qui n'étaient pas forcément bien reçus par ceux qui en avaient eu la gestion jusque-là, puisque je me souviens d'avoir martelé à de très nombreuses reprises que l'ensemble des tonnages transportés sur la Moselle côté français, c'était l'équivalent d'un mois de tonnage des ports de Mulhouse, et c'était l'équivalent d'un jour d'activité du port de Rotterdam, juste pour que tout le monde revienne à la juste proportion des choses, puisqu'on m'expliquait que la Moselle, c'était très très développé par la gestion précédente. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a unifié, en créant un syndicat unique, avec une stratégie unique sur l'axe Moselle, depuis le nord de Nancy à Frouard, jusqu'effectivement à la frontière, aux frontières de l'Allemagne et du Luxembourg. Donc ça, cette étape-là, elle est acquise. En ce moment, la région est en phase d'attribution d'une concession pour une longue durée. Et donc, il y a eu, je peux vous dire, pas mal de candidats. Et je peux vous dire que la concurrence a été disputée. Elle est disputée entre ceux qui répondent. Donc, il y a une envie de développer le port de Moselle et on y consacre vraiment beaucoup les ports de Moselle. Et singulièrement le port de Metz, qui est le principal port de Moselle, évidemment, dans cette perspective-là. Je dirais qu'il faut pas être... l'activité conteneur, c'est pas l'activité historique du port de Metz. C'est une activité qui était arrivée récemment sur ce port. C'est une activité faiblement rémunératrice. Très faiblement rémunératrice. C'est pas là qu'on gagne de l'argent quand on fait fonctionner un port. Donc ça permet de donner de l'activité, mais c'est pas ça ne peut pas être... Donc, qu'il y ait moins de conteneurs, ça n'est pas le signe que le port de Metz a perdu en rang. Je rappelle que c'est toujours aujourd'hui le premier port céréalier de France, premier port fluvial céréalier de France. Mais le conteneur,
c'est une activité qui n'est pas l'activité socle, et donc c'est pas à partir de ça qu'on mesure l'activité du port de Metz, parce qu'il y a 10 ans, il y avait très peu de conteneurs à Metz. Donc oui, oui au développement du fluvial, j'y crois beaucoup. L'attribution est quelque chose qui va se faire dans les semaines qui viennent. Voilà. Merci pour ces explications, David Valence. Ce sera votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu de Sans filtre mené en collaboration avec Orange et l'artisan joaillier Bianchi. Nous vous donnons rendez-vous le 23 avril pour une nouvelle émission. Nous accueillerons le futur premier adjoint de la ville de Metz, Julien Husson. À bientôt.